Salut à tous, Chicago Bulls, épisode 8. Oui, oui, 8. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Euh, on va traiter de l'été 2021 dans la partie ce My League à 5 équipes, ainsi que du tout début de saison régulière avec quelques petits sauvetages. On va en parler juste après, parce qu'en fait, il y a déjà eu 6 épisodes. Le 4 est probablement le meilleur, hein, avec ses playoffs juste incroyables. Et puis un épisode de playoffs, ça fait 7, hein, même s'il n'était pas dédié aux Spurs seulement. Après une saison où on avait été juste incroyable dans les playoffs 2020, donc 2020, ce qui est absolument irréaliste, mais qui nous avait valu une bannière levée au plafond du United Center en début de saison 2020-2021, et puis après, évidemment, porté par Zach Lavine, on est retourné en playoff, et on a plutôt bien performé, demi-finale de conférence, c'est pas honteux. Le seul point noir de la partie, en fait, c'est Kobe White qui a perdu de son général, en fait, parce qu'il a été blessé toute la saison précédente. Et c'est vrai que c'est regrettable. Et après, sur le plan des évolutions, les bilans, les statistiques, ben, on peut voir que, allez, on a régressé offensivement. À mon sens, Kobe White qui est pour pas mal. Donc il va falloir recruter en ce sens, se renforcer d'une manière. Attention, qui c'est celui-là? Derrick Rose, voilà. Voilà, moi je vise un truc sentimental, en fait. Je vise quelque chose de sentimental à été 2021. J'annonce tout de suite, je ne vais pas prendre Kawhi Leonard, hein, qu'on soit clair. Pour moi, en fait, Leonard, vu sa trajectoire de carrière, il reste aux Clippers quelques années. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je crois. Donc je voulais pas le prendre pour pas être en irréalisme. Mais c'est exactement le joueur qu'il nous fallait, dans l'absolu. Exactement, en fait. Hein. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Début d'été, où l'on a un coach à trouver, Jim Boylan, c'était sympa, mais j'ai envie de tenter autre chose, avec encore une fois un coach rookie, puisque Haim Udoka, il a été assistant coach, mais jamais head coach. Donc je vais tenter le pari. Et puis, pour rappel, on n'a pas de choix de draft cet été 2021. Aucun choix pour les Bulls. Je vous montrerai la draft dans un autre épisode de ce My League. Mais pas avec les Bulls, hein, précisément, puisqu'ils ne sont pas très concernés, eux. Je vais lever l'option sur Thaddeus Young parce que je le trouve juste méritant et trop précieux. En revanche, Satoransky, je ne lève pas l'option, notamment. Archie Giacono et Mika Liuk, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça et j'ai aussi un projet juste derrière, donc voilà. Comment, comment faire? Ben oui, on a que 48 minutes x 5 à donner en temps de jeu, donc on peut pas non plus prendre trop de joueurs de qualité sans quoi on serait pas en mesure de donner des minutes à tous ceux à qui on veut en donner. Il y a deux joueurs, vous avez vu à l'instant, qui sont en qualifying offer, c'est Mark Cannon et Josh Hart. Ça veut donc dire qu'on aura la main, si jamais, pour s'aligner. J'attends la fin du moratoire pour re-signer mes contrats rookies expirants. Et puis je suis en égo là au départ, je suis en égo avec Chris Dunn qui finira par accepter un contrat plutôt raisonnable. On va se mettre en fixe à 7 millions sur 5 années. Oui, j'ai aucun mal à garder ce gars-là. J'ai tenté ma chance avec Kyle Kuzma. Ça m'excitait de faire jouer Kuzma en 3, mais en même temps, il voulait plus d'argent que ça. Et il était... Est-ce que c'est un vrai 3, Kyle Kuzma? Ça m'a un petit peu dérangé. Voilà. Et je veux garder Lauri Markkanen, à qui je suis prêt à donner par contre le contrat presque max en sortie de contrat rookie. Et Josh Hart m'a convaincu, de toute façon il m'avait déjà convaincu avant, je suis un grand fan de Josh Hart. Je pense que c'est un peu comme Lonnie Walker de ma partie avec les Spurs, c'est le type de joueurs arrière là qui font la maille sur plusieurs postes. Et Derrick Rose va être donc notre recrue entre guillemets phare de l'intersaison. Le retour au bercail pour Derrick Rose et prolongation, faute de mieux, de Otto Porter, parce que je crois vraiment que nous n'avons... déjà, si je voulais prolonger tout ce petit monde, mon roster,
bah, j'étais un peu limité au niveau financier. On va me dire, ouais, tu peux en laisser deux de côté et tu fais venir Paul George. J'y ai pensé, j'y ai pensé. J'ai préféré, non, non, rester sur le développement. Vous avez vu, j'ai complété avec Taj Gibson et Joachim Noah, donc deux anciens Bulls qui viennent avec des Rick Rose dans ses valises pour revenir, allez, hein, faire plaisir aux fans du côté du United Center. Ok, les camps d'entraînement, vous avez vu, j'ai donné un peu de muscle à Lauri Markkanen et quelques qualités athlétiques à Carter Jr. qui doit progresser. Ce serait bien qu'il soit 3 ou 4ème option offensive et qu'il soit encore meilleur en défense en fait. J'attends des petits progrès de son côté. On a ensuite un partage des minutes qui est au final pas si évident que ça. Pas si évident de donner à tout le monde du temps de jeu. J'utilise Kobe White comme un combo. Hein. Pour moi, Kobe White est un combo. C'est pas encore un meneur NBA. Il n'est pas encore. D'ailleurs, IRL, c'est pareil. Il n'est pas capable encore de gérer le tempo d'un match. Il n'y a pas le QI pour le moment. Donc, pour moi, Kobe White, évidemment, qui start, on va lui faire confiance, j'ai envie de le développer. Et je décale aussi la ville en 3. Hein, c'est quand même la grosse nouveauté de cette saison-là. Je joue petit, en fait, par séquence. Je joue petit par séquence, mais c'est pas définitif. Et la rotation, elle peut encore largement évoluer. Quand il y a changement de coach dans le jeu, fatalement, on doit tout remettre un petit peu au niveau des options. Hein. Toutes les options comme ça doivent être remises en place. Donc voilà, je retourne sur mon playbook des Bulls que j'avais un petit peu personnalisé par le passé, lors des 2 années qui avaient précédé. Et on ajuste un petit peu les paramètres, voilà, parce que nouveau coach, nouveau style, mais je suis quand même pas prêt non plus à le suivre à 100%. On va choisir notre stratégie, entre guillemets, qui va être une stratégie de type équilibré. Voilà, petit tour ensuite avant de démarrer du côté de l'entraînement, où on va essayer de moins négliger notre côté offensif. Voilà, vous avez vu, je repassais en équilibré, alors que j'avais beaucoup misé sur la défense jusque-là. Derrick Rose, c'est le mentor officiel de Kobe White. Et du côté des autres, eh bien, Joachim Noah, il n'a pas grand-chose à donner à Carter, mais c'est un peu pour le fun, honnêtement. C'est plus sentimental, là aussi, qu'autre chose. Donc une intersaison sentimentale pour ces Bulls dans ma partie, où on croit quand même en ce petit Seal-là, hein, que j'avais drafté l'année précédente, pourquoi pas. Et oui, c'est amusant, quand il y a un mec qui a des insignes Hall of Fame, il arrive quand même à transmettre, même s'il n'est pas plus âgé que son disciple. C'est ça qui est amusant. Donc exemple à l'instant entre Josh Hart et l'ami Zach Lavine. Voilà. Donc, premier match de la saison, on est à l'extérieur du côté de Cleveland. Et Cleveland, je les ai un tout petit peu aidés. Mais c'est pas tellement eux qui sont le plus à mentionner à ce niveau-là. Vous allez voir juste après, je vous parlerai des Philadelphia 76ers pour lesquels j'ai fait un vrai geste. J'ai fait un vrai geste pour eux. Et un tout petit peu également des Orlando Magic. En fait, à l'été 2021, j'ai essayé de remettre quelques rosters en place. Je m'explique. Quand une équipe, elle est contender, alors que là on a un panier assez chanceux. Quand une équipe est contender dans le jeu, allez, globalement, elle se comporte comme telle. Quand elle est favorite pour le titre aussi. C'est pas tellement là que ça pêche. Je trouve que c'est sur les reconstructions ou sur les transitions après un échec avec un roster un petit peu âgé qui précède une reconstruction, que là par contre le côté intelligence artificielle n'est pas assez capable de prendre les choses en compte. C'est pour ça qu'en fait je me suis permis d'intervenir, parce qu'en fait je voulais renforcer l'adversité dans ma partie. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des franchises qui ont un projet cohérent en face de soi. En l'occurrence Cleveland, bah ils ont ce Advija là, qui est un rookie 2020 qui est pas mal en ailier. Et puis au final, si vous laissez Garland se développer
que vous croyez un petit peu en Sexton et que Kevin Love accepte d'être encore présent, bah fatalement, dans le jeu il râle pas, hein, bah fatalement ça fait une équipe qui est pas ridicule. Après est-ce que ça va en playoff? J'en doute, mais je pense pas avoir fait la reconstruction ultime du tout. En fait, j'ai juste, sauvé les meubles pour que ce soit pas une équipe qui ait 15 victoires sur l'année, voilà. Mais qui soit peut-être à 27, 30 victoires, pour qu'ils se battent un petit peu et qu'ils soient pas mauvais, quoi. Donc voilà, peut-être que Cleveland, on s'en occupera plus tard, ou dans d'autres vidéos. Parce que c'est vrai que c'est un projet intéressant, hein, les Cavs, hein. C'est un projet intéressant, mais ça mériterait de s'y attarder davantage. C'était pas mon choix pour cette fois. On voit que statistiquement, les leaders ont fait le job. Ok, c'est ce qu'on attend d'eux. Notera la bonne perf de Markkanen notamment. Markkanen et les débuts, le retour réussi pour Derrick Rose sous ce qui fut son premier maillot. Voilà. Le match d'après, c'est contre le Orlando Magic. J'ai aussi donné un petit coup de main au Magic. Markelle Fultz était évidemment méritant, puisqu'il a fait de bonnes saisons précédemment, donc il s'agissait de lui donner son contrat. Alors qu'est-ce qu'on donne? Et puis c'est ce BG Boston. En fait, le Magic, ils sont pas mal. Ils sont pas mal au niveau des jeunes. Ils ont quelques jeunes comme ça qui sont vraiment de valeur aussi. Il y a ce mec drafté là à l'été 2021, c'est Jalen Johnson, un ailier mais qui en fait peut davantage jouer 4. Vous allez me dire quoi? Mais il y a déjà Aaron Gordon. Ouais, bah je pense qu'en fait ce Jalen Johnson c'est mieux qu'Aaron Gordon. Donc il tardera pas à prendre sa place. Décidément pauvre Gordon. Et Isaac, parce que oui, voilà, parce que Isaac avait été échangé contre Michael Porter Jr. C'est un trade avec les Nuggets, ça. Hein. Et donc Gordon, le pauvre, ses heures sont comptées, à part s'il veut bien servir de 6e homme. C'est un peu dur à dire. J'aime bien ce garçon, mais en l'occurrence, au Magic, ça clique pas vraiment. Ça clique pas vraiment. Et vous avez vu, voilà, j'ai fait de la place aussi pour Mo Bamba, pour que leur projet il soit vraiment un projet autour de jeunes joueurs forts, encadrés par quelques vétérans, mais s'il fallait comme ça désigner qui peut être tradable dans cet effectif, ce serait éventuellement Fournier vers une équipe contender, Gordon, mais sinon tout le reste, voire Terence Ross éventuellement, mais sinon tout le reste c'est du travail de développement, donc voilà, là je suis assez en affinité avec par contre cette construction là, franchise player à ce stade là, très clairement Michael Porter Jr. Et c'est bien qu'il ait l'espace pour s'exprimer, ça doit être la star de cette équipe, donc on verra un petit peu comment en simu tout ça se passe, mais pas que en simulation d'ailleurs, puisqu'il y a aussi la possibilité de jouer contre eux. Alors vous voyez les stats de Zach Lavine la saison précédente, à 51, 41, à 25, 5, c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est pas si éloigné quelque part hein, de ce que Lavine propose cette année, même si au niveau des pourcentages c'est clairement dessus. Et mais sinon au niveau statistique brut, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et bah voilà, toujours notre jeu rapide. Hein. J'avais un peu pêché contre les Cavs au match d'avant, je ne pouvais pas avoir été très bon. Là contre le Magic, on a une équipe athlétique en face qui peut nous poser des problèmes dont on n'a pas forcément l'habitude, puisque les Bulls ont rencontré beaucoup d'équipes athlétiques, certes c'est la NBA, mais quand même se retrouver souvent à pouvoir faire la différence sur de la défense, sur des contre-attaques. Ben, ça va être moins le cas en fait, ça va être moins le cas parce que plus l'équipe en face est athlétique, moins elle néglige le repli défensif, en tout cas celle-ci à Orlando n'est pas mal à ce niveau-là. Voilà, on a toujours notre défense, hein. Ça veut pas dire qu'on va pas se mettre à ne plus défendre, mais c'est juste qu'il y aura peut-être un petit ratio de points en contre-attaque. Je fais aussi souvent confiance aux tactiques suggérées par l'IA, j'essaie de pas trop caster, comme on échangeait avec Thierry, quelqu'un qui regarde les vidéos, avec qui on papotait par rapport aux questions des sliders, donc à la question plus générale de la résistance de l'IA face à
à nous, hein, à nous, le joueur humain, quoi. Et bah déjà, ouais, c'est vrai que quand tu castes des systèmes, fatalement, ouais, tu cheats un peu le truc parce qu'en fait, ce que tu castes, c'était pas mal le petit move de Kobe White là, avec ses appuis. Quand tu castes des systèmes, c'est vrai qu'il y a certains systèmes qui sont un peu cheatés, il faut quand même le dire. Donc autant essayer de ne pas trop en profiter, sauf si vraiment le besoin est impératif. Regardez, il a commencé à avoir besoin là, en cette fin de match, parce que 36-41 avec une 20 à jouer, là c'est le moment de sortir de sa boîte Zach Lavine, et bam, il est toujours là au moment où on a besoin de lui derrière. On est en ultra money time, hein. Le mec nous met 2-3 points d'affilée, permettre de passer devant. Orlando aura quand même réussi à passer devant. J'ai réussi à récupérer un rebond offensif, je suis dans la merde. Temps mort, on va se réorganiser pour essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus propre en place. Balle à Kobe White. Allez, hein, c'est à lui de prendre des responsabilités maintenant. Il termine les matchs. C'est plus Chris Dunn qui termine. Chris Dunn joue une grosse partie du quatrième quart, mais c'est Kobe White qui termine. Il faut transmettre un petit peu le relais là à ce jeune White. Et derrière, il y aura une bonne défense sur Markel Fultz qui a joué un peu trop Hero Ball. Et il n'arrivera pas à faire faute suffisamment tôt pour obliger Markkanen à aller sur la ligne, puis éventuellement avoir un shoot de légalisation, ce qui fait que ce match est gagné. Mais je suis content parce que on le gagne d'un point, et je suis persuadé que ce que j'ai fait pour le Magic a aidé à ce que le Magic résiste mieux. Donc là aussi, observation par rapport à ce Orlando Magic, voir comment est-ce que ces jeunes joueurs vont évoluer. À mon avis, cette équipe-là, elle est meilleure que les Cavs juste avant. À mon avis, cette équipe-là peut éventuellement accrocher une 8ème place sur cette saison en simulation. Je vous en donnerai des nouvelles, bien évidemment, dans les épisodes qui suivront. Allez, il y a une autre équipe à laquelle on va s'intéresser en plus. Oui, alors qu'on voit que Zach Lavine a vraiment dominé le franchise player d'en face sur ce match-là, tout du moins. Voilà, on va passer à une troisième équipe que j'ai aidée, mais là pour laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Ça va durer un petit peu plus longtemps. On s'apprête à jouer qui? On s'apprête à jouer les Sixers. Alors les Sixers, une équipe que j'ai reprise en fait. Vous voyez, Drew Holiday, Bojan Bogdanovic, repositionnement de Simmons au poste 4. J'ai pas mal de convictions par rapport aux 76ers. J'adore cette équipe et ça me fait vraiment mal de la voir autant déjouée que ce qu'on voit en cette saison actuellement régulière 2019-2020. Et donc j'estimais qu'il fallait faire quelque chose pour essayer d'avoir de meilleurs Sixers déjà dans le jeu. Voilà. Et moi j'ai une hypothèse. J'ai une hypothèse selon laquelle, pour aller plus loin, pour aller un petit peu dans le sens de ce que dit Blight dans sa vidéo sur les Sixers, j'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, allez-y le plus vite possible, il explique tout. Statistiquement, il explique comment est-ce que les choses ne vont pas du côté des Sixers et ce qui peut être peut-être pas ce qui peut être amélioré, mais au moins ce qui ne va pas du tout. Voilà. Et déjà faire le constat, c'est commencer éventuellement à y répondre. Vous voyez, moi déjà, je suis sur une utilisation de Ben Simmons qui est très ciblée. Il faut que le champ d'action de Ben Simmons soit très précis. Il faut que ce soit évidemment des contre-attaques, mais quand Ben Simmons se retrouve plutôt en finisseur. Après, évidemment, le garçon aurait tout intérêt à progresser au lancer franc parce que, avec ses qualités naturelles, il a intérêt à attaquer le cercle, à provoquer. Il faut qu'il attire des prises à deux, impérativement, pour des shooters autour. Et c'est pour ça que j'ai re-signé Josh Richardson, qui me semble être un excellent joueur pour ce système-là. J'ai fait revenir TJ McConnell, qui à mon sens n'aurait jamais dû quitter les Sixers, mais il y avait une mauvaise ambiance l'année dernière, on le sait tous. Et j'ai monté un trade pour récupérer Drew Holiday, un trade qui me paraissait, vous allez voir juste après, je vais vous le détailler, pas du tout irréaliste. Un truc très correct où on envoie Al Horford du côté de New Orleans qui a besoin d'un vétéran dans la raquette, on parlera de New Orleans plus tard. Et en échange, on file un tour de draft et Drew Holiday. Les Pelicans sont dans une démarche d'aller en playoff à l'ouest éventuellement, donc c'est pas non plus
impossible qu'il donne un 2024. Donc voilà, moi ça me paraît pas mal. Drew en plus, il est en contrat expirant. Il peut apporter justement tout le playmaking, la défense, le shoot externe. Ça me semble être une excellente pioche en fait, Drew Holiday. Pour beaucoup d'équipes d'ailleurs. Matisse Thybulle est quelqu'un à qui, à ce moment-là, on est début de saison 2021-2022. Hein, donc fatalement, Matisse Thybulle, c'est comme Zaire Smith, ça a progressé. Et puis je vous avais parlé juste avant de Bojan Bogdanovic que j'ai récupéré en envoyant Tobias Harris et en récupérant dans l'affaire un tour de draft parce que Tobias Harris est mieux coté par le jeu. Tobias Harris est un très très bon joueur. Mais là où Philly a intérêt à prendre un vrai 3, Bojan Bogdanovic, je pense que les Sixers, donc voilà, je pense que le Jazz a peut-être intérêt, lui par contre, à avoir un vrai 4. Et donc voilà, c'était mon petit raisonnement pour justifier ce trade-là, qui fournit, il a un avantage, c'est qu'il donne du spacing autour de Ben Simmons et de Joel Embiid, que je ne fais pas jouer en même temps dans la rotation. Je préfère que Ben Simmons et Joel Embiid aient des périodes où ils sont seuls sur le terrain, entre guillemets, par rapport à l'autre. Ben Simmons, par exemple, il faut l'entourer avec des shooters. Joel Embiid, il faut lui dégager la raquette pour qu'il puisse être totalement dominateur, d'ailleurs Simmons aussi. Et c'est pour ça que Jonah Bolden, quelqu'un comme Mike Scott éventuellement, mais avec parcimonie, peuvent comme ça apporter quelques minutes qui vont faire que les mecs qui doivent être dominants à l'intérieur vont l'être. Voilà. Après, ça n'empêche pas d'avoir un petit péché mignon sur l'utilisation de Joel Embiid, donc tenter des fois des shoots externes comme Jojo le fait IRL, mais c'est de la gourmandise ça. C'est de la gourmandise parce que le vrai jeu de Joel Embiid est celui dans lequel il est le meilleur pour moi pivot du monde, c'est si il se cantonne, en tout cas se cantonne peut-être pas, mais il se focalise quasi essentiellement sur le jeu à l'intérieur, sur poser des écrans. C'est pour ça qu'un Drew Holiday apporte pas mal en fait dans l'histoire. Et ainsi provoquer aussi des tas de fautes, puisque pour un pivot, Joel Embiid est quelqu'un qui a de très bons fondamentaux et notamment qui est très précieux au lancer franc. Il est très adroit, il est au-delà des 80% au lancer. Donc voilà, je pense qu'il faut insister à l'intérieur, provoquer des fautes. Vous voyez ici Vooch des Celtics, hein, parce que Celtics ont recruté Vucevic. Vooch des Celtics qui a du mal à résister. De toute façon, qui peut vraiment résister à Jojo Embiid? Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout de déterminer une réponse à cette question-là. Voilà. Donc voilà mon 5 qui est construit ainsi. Je vais garder le contrôle des Sixers. Je jouerai pas beaucoup de matchs. J'ai juste joué comme ça contre les Celtics pour avoir des extraits pour illustrer mes paroles. Mais on va surtout simuler, on va garder les mêmes options, les mêmes choix tactiques, et on va voir où ça nous mène. J'espère au sommet de l'Est. J'espère vraiment au sommet de l'Est, parce que c'est vrai que pour ce qui est des Celtics, qui auraient aussi besoin d'un lifting, alors eux, je leur ai juste re-signé Tatum et Brown, et j'ai fait venir Vucevic, puisqu'il y avait une reconstruction du côté du Magic, mais plus recrutement de Mirotic. Et je suis pas allé plus loin, parce que pour moi l'ADN des Celtics, ça doit être Tatum, ainsi que Jaylen Brown et Marcus Smart. Voilà. Pour moi l'ADN des Celtics, c'est ces trois mecs-là. Le reste, ça peut se discuter, et ça peut changer éventuellement, même si on sait qu'il y a un attachement entre Gordon Hayward et Brad Stevens, etc., etc. Donc voilà ce que je crois fondamentalement. Même Kemba Walker n'est pas l'ADN des Celtics, très clairement. D'ailleurs lui-même le dit très bien, ce n'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Tatum et Brown. Mais je rajouterai quand même Smart qui est vraiment un joueur identitaire. Il est identitaire des Celtics, donc ça se prend pas à la légère. Quelle serait la bonne construction pour les Boston Celtics? Honnêtement, c'est une vraie question. Je pense pas qu'il y ait de réponse comme ça qu'on puisse comme ça sortir et avec certitude affirmer, parce qu'en fait les Celtics jouent très très bien cette année,
il y a quand même toujours cette question de la présence à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui est compliqué. On va se recaler sur la question des Sixers et surtout des Bulls, puisque maintenant que les Sixers sont mieux préparés, peut-être que cette équipe, d'une manière plus cohérente, pourra nous opposer une résistance qu'on n'aurait pas forcément eu. Très jolie contre-attaque de Ben Simmons. Ben Simmons, quand il vient terminer les contre-attaques, tout va bien. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est quand il est chargé de porter le ballon dans la contre-attaque. C'est là que IRL, il y a des nombres de pertes de balles qui sont assez incroyables et extrêmement choquants pour un joueur de ce talent et de ce niveau. Donc moi j'ai essayé de faire quand je joue avec lui qu'il soit la conclusion de certaines attaques. Vous avez vu Markkanen a toutes les peines du monde à le défendre. Je suis obligé tout le temps de venir en aide en fait. Tout le temps de venir en aide. Quand j'ai pas Thaddeus Young ou Otto Porter, c'est très délicat pour moi de défendre Ben Simmons. J'ai que 2 mecs sur mon roster, peut-être Hutchison, Porter et Young, voilà, 3 en exagérant vraiment, en tirant sur la corde. J'ai presque que ces 3-là qui peuvent un peu défendre sur Ben Simmons, mais aucun qui peut vraiment le gêner. Aucun. Et c'est vrai que j'aurais aimé prendre un poste 3 de grande valeur à l'intersaison. Honnêtement, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Parce que Otto Porter fait plein de choses très correctement. Et si on veut taper dans la catégorie qui est au-dessus de Otto Porter, il faut aller quasiment sur, vu ce qui était sur le marché en tout cas, il faut aller quasiment sur Paul George ou des trucs comme ça. Il y avait aussi la question de Isaac aux Nuggets. On en parlera quand je vous proposerai un épisode où je parlerai des Nuggets, mais j'ai pas voulu déshabiller les Nuggets. Je considérais qu'ils avaient peut-être encore une année d'existence, quoi, l'équipe telle qu'elle existait, telle que je l'avais construite. Donc voilà, c'est aussi ça qui est bien quand on a plusieurs équipes dans un My League. Vous voyez Gafford qui a bien progressé. Honnêtement, Hutchison, Gafford, j'en suis hyper content. Pourquoi Simmons ne va pas au bout? Il est en train de déjouer en ce deuxième mi-temps là. Ben Simmons est en train de déjouer, c'est en train de m'énerver. Parce que, honnêtement, vous voyez, c'est typiquement le type de match où, si je perds, honnêtement, je suis pas mécontent. Si les Sixers m'apportent quelque chose de qualité en face, c'est cool. C'est cool. Alors que voir les Sixers déjouer et avoir comme ça la possibilité de créer des mismatchs, de les manger sur certaines séquences et aussi de les voir en pleine disette offensive à d'autres moments, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Alors évidemment, je l'exploite, je suis manette en main avec les Bulls, je vais pas faire semblant de perdre. Je joue un match pour le gagner, je joue pas pour le perdre. Mais c'est quand même frustrant de voir ces Sixers mal évoluer. On verra quand même sur la durée. C'est vrai que Chicago est pas évident à jouer. En fait. Cette équipe, elle donne du fil à retordre à pas mal d'équipes. Donc, pas non plus condamner les Sixers sur un seul match. Allez, ils peuvent peut-être revenir ici à -2. Voilà, bravo. Bravo Joel Embiid en contre-attaque. Derrière, un mauvais shoot des Bulls. Et magnifique tir dans le corner pour Jrue Holiday. Et voilà, magnifique. C'est ça qu'on a envie de voir. Faut donner la balle à Tybalt. À Tybalt et à Holiday. Bref, du coup les Bulls se doivent de réagir. J'ai créé la petite mismatch, vous l'avez peut-être vu sur l'écran. Et derrière, c'est Markkanen qui, de manière très très fine, va venir glisser un panier pour passer un point devant. Suite à ça, balle à Jrue Holiday qui foire sa transmission vers Jojo Embiid. Et la contre-attaque, oh là là là, il y a eu quittage de slip de Josh Richardson sur la mini-feinte de Markkanen. Très mauvais shoot pris par Embiid. Et on a compris ce qui devrait se passer. C'est une fin de match qui est quand même catastrophiquement mal gérée de la part des Sixers, qui se retrouvent à -4 à ce stade-là. Très mauvais shoot ici de Richardson. Encore une fois, un mauvais shoot. Et ouais, on est dans le fall game. On a bien compris ce qui va se passer. L'issue ne fait plus aucun mystère. C'est les Bulls, encore une fois, qui vont
Ah oui, mais Ben Simmons est dégoûté, mais on va peut-être gérer ta deuxième mi-temps différemment, mon grand. Bulls qui l'emporte, mais au moins, allez, ça n'a pas été le blowout que j'ai déjà eu sur certaines oppositions avec les Sixers, donc c'est déjà une forme de satisfaction. La partie, le niveau général des équipes autour des Bulls, autour des Knicks, etc. Là, je suis focalisé sur l'Est évidemment, hein, commence quand même à remonter et vous verrez par la suite des épisodes que on va en avoir la confirmation. Le niveau va remonter et tout ça va être un petit peu plus difficile, ce qui peut que nous réjouir, puisque à vaincre sans péril, hein, 3 petits points, on s'est compris. Alors, fin de cet épisode, les Bulls continueront leur petit bonhomme de chemin, je vous parlerai des Knicks dans pas très longtemps, également des Wolves, etc., etc., avec quelques équipes invitées aussi, où j'ai fait comme là, c'est-à-dire que j'ai un petit peu aidé, parfois même à la reconstruction. Je vous dis à très très bientôt, suite des vidéos, je vous parlais de Dallas et de Memphis dans très très peu de temps. Bye bye.